Les thèses du récentisme, parlons-en, info ou intox. Ce néo-concept n'est pas né dans la tête de quelques huluberlus, mais l'idée vient bien d'universitaires, notamment russes et allemands, de renom, qui contestent la chronologie actuelle de l'histoire, la jugeant inutilement longue et surtout ne correspondant pas aux grands événements astrophysiques et géophysiques répertoriés. Que faut-il en penser? Les autorités du savoir, dont les connaissances à ce qu'ils disent font autorité, ont si longtemps entretenu de soi-disant vérités qui n'en étaient pas. Le roman national français fourmille d'incohérences, de personnages et de scènes plus ou moins légendaires, d'inventions littéraires sans preuve. L'empereur Napoléon Ier, dont on ne peut douter de l'esprit rationnel, c'est quand même lui qui rédige le code civil qu'on utilise encore aujourd'hui, et il déclarait « L'histoire est une série de mensonges sur lesquels on est tous d'accord ». Aujourd'hui, n'importe qui se prétend historien, voulant donner une image idéologique du passé qui lui convient. Moi, je ne suis pas récentiste, dans le sens où je défendrais une quelconque idéologie complotiste, pas plus que je n'adhère sans réflexion aux certitudes académiques. J'ai horreur du dogmatisme dans tous les domaines. Mais en découvrant les sources dont je disposais pour rédiger ma thèse d'histoire en 2011, il m'a semblé que le passé de ma région natale, la Bretagne, n'avait pas la distance des siècles qu'on lui attribue. Dans les années 1960, les observateurs de ce monde un peu oublié de l'Ouest de la France avaient découvert qu'on y utilisait encore par endroits l'arère médiéval, avec des attelages antiques pour les bœufs. Comment cela aurait-il traversé tant de siècles sans qu'il n'y ait aucune évolution? Rassurons-nous, affirme le zoologiste évolutionniste franco-allemand François de Sart, qui apparaît en France comme le fer de lance actuel d'une autre chronologie. Ce qui est biologiquement correct, écrit-il, c'est bien évidemment de passer en 50 ans du stade de l'avion en bois et tissu des frères Wright au Boeing 707 à réaction. Ce qui est beaucoup moins normal, en revanche, si l'on trace le cours de l'histoire, c'est de constater que des civilisations anciennes, en Europe ou ailleurs, en sont restées pendant des millénaires au même type de char ou de charrue, n'en déplaise aux archéologues qui ne s'expriment guère sur cet état de choses. Or, si tel est bien le cas, c'est que forcément il y a une anomalie quelque part. Fin de citation. L'Armorique, qui le contesterait aujourd'hui, a su garder sa culture celtique. Or, quand on évoque le celtisme, les historiens français en général ne pensent qu'à la culture des Celtes anciens, de l'Antiquité donc, et pour la France, celle des Gaulois, qui aurait définitivement disparu avec la romanisation. Mais alors, la culture celtique actuelle des pays dits celtes, Irlande, Écosse, Pays de Galles, Cornouailles anglaise et Bretagne, serait-elle née du néant au XVIIIe siècle? Ou bien, c'est plus probable, s'est-elle maintenue de façon cachée? Mais 17 ou 18 siècles de latence, ça paraît bien long, trop long peut-être. Comme scientifique, donc ayant
l'esprit critique, avec le scepticisme tout à fait normal pour un chercheur, je me pose la question. Un point, c'est tout. Bon, je sais bien que je vais me heurter à ceux qui n'accepteront jamais que l'on remette en cause la doxa dominante. Ils font partie des gens dont l'écrivain Mark Twain disait qu'il est plus facile de les tromper que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Dans un blog mis en ligne en 2016, quasi anonyme, l'auteur s'appellerait Thomas Durand, titulaire d'un doctorat de biologie végétale. On est bien loin de la science historique, j'ai retrouvé ça sur Wikipédia. Sous le pseudo La Tronche en biais, il titre « Le récentisme, une menace pour l'histoire, la menace théoriste ». Pour lui, le recentisme rajeunit le monde et le rend compatible avec une lecture fondamentaliste des Écritures. Le récentisme est 100% compatible avec le créationnisme, avec lequel il partage le goût du négationnisme des preuves scientifiques. Eh bien, on va aller loin dans la discussion avec ce genre d'entrée en matière. D'autant plus qu'il nous recommande, dans la propos de sa chaîne, YouTube, de lutter contre notre cerveau qui est imparfait. Il n'est pas armé pour le sens critique, écrit-il. Le sien doit l'être à coup sûr. Bon, oublions ce jeune spécialiste en tout qui, c'est lui-même qui l'écrit dans son CV, n'est plus lié au milieu universitaire. Et tentons de faire la part des choses entre récentisme et conformisme historique. La première des choses qui m'a étonné lorsque j'ai pris connaissance de la remise en cause de la chronologie historique, c'est d'apprendre qu'elle n'était pas toute récente, puisque dès le XVIe siècle, le réformateur Jean Calvin avait déjà relevé les anachronismes, les impossibilités matérielles, bref, l'imposture de l'Église romaine. De son temps, on savait que des fautes circonstances avaient été émises, dont la fameuse donation de Constantin qui justifiait l'emprise de Rome sur des territoires entiers et sur leur population. Alors c'est François de Sales qui le rapporte, soit. Mais il ne doit pas avoir tort, car il faut savoir que l'empereur romain, Constantin, ne s'était pas encore converti au christianisme. Ne l'a-t-il jamais été, puisqu'il n'a reçu le baptême qu'à sa mort. Alors on ne voit pas trop pourquoi Constantin aurait fait don d'une grande partie de son empire, la plus occidentale, près de la moitié de la Rome antique quand même, au pape de l'époque Sylvestre Ier, qui ne représentait que lui-même. Or, ce serait ce dont se sont servis comme prétexte les rois francs pour revendiquer un territoire qu'ils n'ont jamais conquis. Et notons qu'au XVIe siècle, Charles Quint se revendique encore empereur du Saint-Empire romain germanique, 1000 ans après la chute de la Rome antique, curieux qu'il y fasse encore référence. Observons maintenant la contestation suivante qui est encore plus troublante. C'est celle de Newton au siècle suivant. On le sait sans doute moins, mais Newton, en plus d'être physicien, était également un passionné d'histoire ancienne. Il émettait déjà de sérieux doutes sur la grande antiquité de l'Égypte. N'oublions pas que c'est autour de 1800, et un certain Bonaparte y est pour beaucoup, que l'on a entériné les dates des anciennes civilisations du pourtour méditerranéen. En tout cas, Isaac Newton étayait ses propos en recalculant les dates de certains événements astronomiques, éclipses de soleil par exemple. Pour lui, le monde paraissait 300 à 500 ans plus jeune que ce que les chronologies affirmaient. C'est bien du père de la loi de l'attraction universelle, savant mondialement reconnu, dont on parle ici. Quel intérêt aurait-il eu à vouloir raccourcir le temps? Était-il complotiste avant l'heure? Un autre contestataire de la même époque à peu près, c'est le père Jean Hardouin de Quimper.
Alors celui-là, je le connais un peu mieux pour l'avoir cité à quelques reprises dans ma thèse d'histoire. Breton d'une intelligence vive, il avait été recruté par le collège parisien des Jésuites dès l'âge de 14 ans. Il y enseignera puis en sera le bibliothécaire jusqu'à sa mort à l'âge de 83 ans. Ardouin, après avoir fait la traduction et la critique d'une considérable littérature antique, déclara que la majorité des écrits prétendus transmis par les Grecs et les Latins avaient été rédigés par un groupe de moines du XIIIe siècle. Mieux, il soutint que tous les conciles censés avoir eu lieu avant celui de Trente, c'est-à-dire avant 1545, étaient fictifs. Il affirmait aussi que les évangiles canoniques n'avaient pas été rédigés en grec ou en araméen, mais en latin, ce qui les rendait forcément bien plus récents que ce que prétendait l'Église. Les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles révèlent peu de contestations. Il faut arriver au début du XXe pour voir un certain Wilhelm Kameyer, professeur et écrivain allemand, se poser la question de l'authenticité de l'Antiquité gréco-latine. À ses yeux, trop portée au nu par la Renaissance, tandis qu'on rabaissait l'histoire des Celtes et des Germains. Cela lui paraissait suspect. J'avoue avoir eu la même suspicion en découvrant les écrits des membres fondateurs de l'Académie celtique sous Napoléon Ier. Eh oui, il a été créé une académie celtique en France au tout début du XIXe siècle sous le patronage de l'empereur. Mais elle n'a duré que 13 ans, ses rédacteurs étant rapidement soupçonnés de celtomanie, c'est-à-dire d'être devenus comme obsédés par le celtisme. « Oh, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage », dit le proverbe. Éloi Géano, le secrétaire de l'Académie, avait osé écrire que l'adjectif celtique signifiait une déclaration de guerre contre la tyrannie de l'Antiquité gréco-romaine. C'était comme accuser les historiographes de la Renaissance de forfaiture, de malhonnêteté. La pauvre Académie ne s'en relèvera pas, mais tous ces travaux de collectage sur les restes des traditions celtiques en France ont été conservés aux archives nationales. La célèbre historienne Mona Ozouf s'y est beaucoup intéressée, accusant même quelques employés d'avoir fait obstacle à sa recherche. On se demande bien pourquoi. Il y eut surtout au XXe siècle les universitaires russes, Morozov, puis tout dernièrement le célèbre Fomenko, qui vont initier la nouvelle chronologie. Là, il n'est plus question de quelques siècles en trop, mais carrément d'un millénaire. Tout le Moyen-Âge. J'y reviendrai. Parmi les preuves apportées par ces différents tenants du recentisme, une m'a particulièrement interrogé. L'existence de cartes anciennes présentant des anachronismes évidents. Une carte vénitienne de 1548. Une autre du cartographe hollandais Abraham Ortelius de 1608. Une autre encore de 1629 et enfin une de 1633. Toutes sont intitulées Gallia, présentant la France de l'Ancien Régime, mais avec le nom français des différentes provinces et les villes principales, elles aussi, avec leur nom français. Pourquoi au XVIIe siècle, les auteurs de ces cartes les ont-ils appelées Gallia, la Gaule en latin? Mieux, l'une d'entre elles présente le nom France à l'emplacement actuel de la région Île-de-France. Alors cela ne prouve pas qu'on est passé de la Gaule, c'est-à-dire de l'Antiquité, donc sans transition au XVIIe siècle, mais simplement que l'unité politique et culturelle française, dont les historiens affirment la grande ancienneté, n'existait pas à l'époque moderne. La Bretagne était la Bretagne,
la Bourgogne, et l'Île-de-France. C'était la France. La principale question qu'on est en droit de se poser, pourquoi le pouvoir politique, comme le pouvoir religieux d'ailleurs, en France, ont-ils voulu faire croire à une extrême antériorité qui n'existait pas? Je ne sais pas s'il y a des siècles en trop dans la chronologie, mais ce dont je suis certain, pour l'avoir étudié dans ma thèse, c'est que l'expansion générale du christianisme, tout comme celle d'une culture politique commune sur le territoire de l'actuelle France, ne date que de quelques siècles, et certainement pas de plusieurs millénaires. Alors maintenant, il faut bien faire le procès des thèses les plus bizarres du recentisme. Premièrement, Charlemagne n'aurait pas existé. Des historiens allemands affirment que ce serait une fiction littéraire. Alors même si le personnage constitue bien un mythe, avec sa barbe fleurie et son invention, entre guillemets, de l'école, derrière tout mythe, très répandu et maintenu, figure toujours un personnage historique. Pour moi qui suis d'origine bretonne, le roi Arthur a existé, n'en déplaise aux anti-celtiques qui me traiteront, bien entendu, de celtomane. Au fait, la francomanie ne serait-elle pas encore plus développée à Paris? Allez, passons. Il y a bien eu un Charlemagne franco-germain. Qu'il fût ou non empereur d'Occident, peu importe si nos amis allemands le contestent. On a si peu de témoignages écrits et archéologiques de cette époque. Son fils, Louis le Pieux, a nommé le breton Nominoé duc de Bretagne, preuve que le pays breton existait déjà. À la mort de Louis, n'étant plus lié par aucun traité, Nominoé annexe militairement Rennes et Nantes, que les Francs avaient usurpées, et devient le souverain de la péninsule unifiée et indépendante. Au XIXe siècle, Arthur de la Borderie l'a qualifié de père de la nation bretonne. Deuxièmement, les siècles en moins, ce serait une machination fomentée par l'Église catholique à la faveur du changement de calendrier par Grégoire XIII en 1582. Bon, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a bien eu 10 jours de supprimés à cette occasion pour rattraper les erreurs du calendrier julien. De là à donner aux érudits catholiques la capacité d'ajouter des siècles, et que cela aurait été suivi par tout le monde sans sourciller, c'est leur donner beaucoup de pouvoir et d'intelligence, ce dont je doute beaucoup. Troisièmement, selon le russe Fomenko, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est tout le Moyen-Âge qui n'aurait pas existé. Quelques siècles en moins, surtout juste après la chute de l'Empire romain, à une époque dont on n'a pratiquement aucun vestige archéologique, ça pourrait s'admettre. Mais 1000 ans à éliminer, c'est énorme. Pour Fomenko, les datations au carbone 14 ne valent rien. Tout comme les acquis de l'archéologie, de la paléographie, de la numismatique et de la science historique, dans son ensemble. Je suis étonné qu'un universitaire aussi titré nie à ce point les travaux de ses milliers de confrères à travers le monde. Je rappellerai ici qui est Anatoly Fomenko. Il est né en 1945 à Donetsk, en Ukraine. C'est l'un des deux territoires qui revendiquent aujourd'hui leur indépendance, principale raison de la présence de l'armée russe sur le territoire ukrainien actuellement. Il est membre de l'Académie des sciences de Russie, lauréat du prix de mathématiques, du présidium de l'URSS et du prix d'État de la Fédération de Russie, titulaire de la chaire de géométrie différentielle de l'Université de Moscou, topologiste de réputation mondiale.
comment un chercheur aussi auréolé aurait-il pu tomber dans une spirale conspirationniste dont il sait qu'il n'obtiendra au final qu'une grande méfiance de la part de la communauté scientifique internationale? La question est particulièrement intrigante. Et si le docteur Fomenko ne tenait ses théories extrémistes que pour secouer un peu une historiographie académique sclérosée et habituée à une instrumentalisation idéologique de la mémoire? Ce n'est pas moi qui m'interroge ainsi, mais un article pourtant à charge contre les récentistes du magazine L'Express du 30 juillet 2016, titré « Théorie folle de l'histoire, la civilisation est née il y a 1000 ans ».